Je n'ai jamais été capable de définir précisément ce qu'est le féminisme. La seule chose que je sais, c'est que les gens me désignent comme féministe à chaque fois que j'exprime des sentiments qui me différencient d'un paillasson ou d'une prostituée. Rebecca West, suffragette. On a tous en mémoire les grandes révolutions qui ont construit nos démocraties d'aujourd'hui. La Révolution française, bien sûr, la Révolution anglaise, la lutte pour les droits civiques américains. Mais il est une révolution que l'on ne nomme jamais ainsi. La révolution des suffragettes. Celle qui a permis au Royaume-Uni d'accéder enfin au suffrage universel. Voici l'histoire de 5 de ces femmes. Selina Cooper, Millicent Garrett Fawcett, Emmeline Pankhurst, Teresa Billington Gregg et Emily Wilding Davison. Leur courage a changé des vies et leur combat a changé le cours de l'histoire. Selina Cooper a 12 ans quand son père meurt. En 1876, dans l'Empire britannique, une telle disparition signifie le plus souvent la misère pour le reste de la famille. Selina et son jeune frère se retrouvent donc rapidement employés aux côtés des femmes, dans une usine de Lancashire, à gagner 8 shillings pour leurs 56 heures de travail par semaine. À cette époque, le passage de l'enfance à l'âge adulte se fait en quelques heures. Selina découvre alors dans ses fabriques du nord de l'Angleterre toutes les raisons de son engagement à venir. Comment la décrire? C'est une femme active, qui a les pieds sur terre, qui a su surmonter les difficultés de la vie. Une personne équilibrée, qui sait très bien ce qu'elle veut. Donc, quand elle veut le droit de vote, c'est essentiellement pour améliorer les conditions de vie des femmes. Riches ou pauvres, ouvrières, bourgeoises ou aristocrates, les femmes britanniques n'ont au XIXe siècle pas plus de droits qu'un criminel, un malade mental ou même un enfant. Elles n'ont pas accès aux institutions, et encore moins à l'éducation. Et quand elles travaillent à métier équivalent, elles ne gagnent que le tiers de ce que gagne un homme. Je crois que les gens oublient souvent à quel point les femmes étaient des citoyens de seconde classe à la fin du XIXe siècle en Grande-Bretagne et au début du XXe. Et quand une femme se marie, elle n'est plus considérée comme un individu à part entière. Elle se dissout complètement dans l'identité de son époux. C'est ainsi qu'un jour de 1877, une jeune bourgeoise, Millicent Garrett Fawcett, en fait l'amer constat. On lui avait volé son sac. Elle est allée au commissariat pour déclarer le vol et on lui a répondu que le sac était la propriété de son mari. Parce qu'en vertu de la loi, elle n'avait aucun statut légal en tant qu'individu. Son identité était subordonnée à celle de son mari. Millicent Garrett Fawcett a 23 ans. Elle est mariée depuis 5 ans. Elle écrira plus tard dans ses mémoires qu'elle eut alors l'impression d'être elle aussi condamnée pour vol ce jour-là. Contrairement à aujourd'hui, quand on parle d'une démocratie, on imagine que tous les adultes sont des citoyens. Or, à l'époque, ce n'est pas du tout le cas. Les citoyens sont une minorité, une très très petite minorité. Ce sont ces gens, généralement, en fait toujours de sexe masculin, propriétaires et blancs, qui ont le droit de participer à la formation des gouvernements, de voter pour un gouvernement et d'être élus pour servir dans un gouvernement. À la fin du XIXe siècle, en effet, seules les classes aisées et propriétaires ont le droit de voter en Angleterre. Dans cette monarchie constitutionnelle, c'est encore le règne du vote censitaire. Seuls ceux qui payent plus de 10 livres sterling d'impôts ont le droit de voter.
Les autres n'ont le droit que de se taire. Et parmi les autres, il y a toutes les femmes, même celles qui payent plus de 10 livres d'impôts. Elles sont suffisamment riches, mais comme elles sont femmes, elles sont exclues. Donc le suffrage est non seulement censitaire, et même si au cours du temps ce seuil s'abaisse, les femmes, elles, quel que soit leur niveau de propriété, sont exclues parce que biologiquement, elles sont considérées comme inaptes au vote. Mais en 1884, les choses commencent à évoluer pour les femmes. La loi de 1884 accorde enfin aux épouses le droit de posséder leur propre corps. Et ça, c'est très important parce que si on possède son propre corps, on est donc individu, contrairement à l'esclave qui ne possède pas son corps. Donc on est individu et à partir du moment où on est individu, on peut prétendre à tous les autres droits. Millicent Garrett Fawcett s'engage donc pour le droit de vote des femmes. Sa première pétition rassemble 1499 signataires. Malgré ses maigres résultats, Millicent ne désarme pas et reste persuadée qu'en faisant méthodiquement pression sur les députés, les femmes réussiront à convaincre une majorité d'entre eux qu'elles souhaitent et peuvent être des citoyennes intégrées au système politique. Ce sera donc la méthode de celles que l'on appelle les suffragistes. Elles ne sont pas là pour faire la révolution. Elles sont là pour la réforme. Donc l'idée de ces femmes, bourgeoises et ouvrières, c'est de demander les mêmes conditions que pour les hommes. C'est-à-dire qu'elles commencent par demander une égalité dans le suffrage aussi, une égalité des conditions du suffrage. Et comme les hommes n'ont qu'un suffrage censitaire, elles réclament d'abord l'égalité, c'est-à-dire aussi un suffrage censitaire. Finalement, qui a le droit d'être citoyen dans l'Angleterre victorienne? Et pourquoi? Qui a le droit de vote? Qui décide des lois? Et qui les subit? En posant ces questions, les suffragistes vont progressivement ébranler le système et redéfinir ainsi la place de la femme, mais aussi celle de l'individu dans la société britannique. De sujet, il va devenir citoyen. Mais le bras de fer est loin d'être gagné. Mary Ward, une romancière très populaire à l'époque et connaissance de Millicent Garrett Fawcett, s'engage dans la bataille, mais du côté des anti-suffragistes. L'enjeu est de taille. L'Empire serait menacé. En janvier 1889, elle convient donc avec le rédacteur en chef d'un journal conservateur de lancer un appel contre le mouvement pour le vote des femmes. Ce que le manifeste soutenait, c'est que le rôle des femmes était différent de celui des hommes en politique. Le Parlement s'occupait d'empire, de guerre, de relations internationales et de questions qui n'intéressaient pas vraiment les femmes. Donc les femmes n'avaient pas à voter au Parlement. Il y a cette idée qu'en raison de leurs aptitudes physiques, les hommes appartiennent à la sphère publique, la politique, le travail, et les femmes à la sphère privée. Il est inconcevable pour beaucoup d'hommes et de femmes de la fin du XIXe siècle que les femmes passent de la sphère privée à la sphère publique. L'opinion de l'époque n'est pas habituée à voir des femmes sortir de la sphère qui leur est réservée. Quand elles osent s'exprimer en public, la sentence est implacable. Je pense que le mot hystérique vient simplement du fait que des femmes se passionnaient ouvertement pour quelque chose dans la sphère publique. Au XIXe siècle, les femmes qui s'écartaient un tant soit peu de la norme étaient toutes qualifiées d'hystériques. Donc on va les représenter avec des faces, des visages simiesques, on va les représenter avec l'habit dépenaillé. Donc elles seront déformées dans le corps et sur le visage, ce qui signifie qu'elles sont déformées dans leur tête et aussi dans leur corps au niveau de la reproduction, puisqu'elles sont forcément stériles. Si les femmes s'occupent de politique, il n'y aura plus personne pour s'occuper du foyer et des enfants, et ce qui est évidemment un énorme problème, puisque à l'époque, la définition de la femme, c'est d'abord la définition d'une épouse qui va donc faire des enfants et s'occuper du foyer. Selina a maintenant 32 ans.
En 1896, elle épouse Robert Cooper et donne naissance l'année suivante à un fils, John Ruskin. Mais le petit meurt d'une bronchite à l'âge de 4 mois. Selina ressort de cette tragédie convaincue que l'immense difficulté des conditions de vie des ouvrières est responsable de la mort de son fils. Elle est emblématique des femmes de l'industrie textile, je crois. C'est quelqu'un qui fait partie d'une coopérative de femmes, qui travaille étroitement avec les gens de sa rue, qui connaît tout le monde. Elle tente de mobiliser les ouvrières en faveur du droit de vote, fait circuler les pétitions. Selina Cooper rejoint les suffragistes. En 1900, elle leur apporte 800 des 29 359 signatures présentées ensuite aux députés à Londres. C'est aussi l'occasion pour elle de rencontrer Millicent Garrett Fawcett pour la première fois. Millicent Garrett Fawcett se trouve en effet à la tête d'une toute nouvelle organisation qui réunit depuis 1897 toutes les sociétés suffragistes du pays en une seule fédération, l'Union nationale des sociétés pour le suffrage des femmes, The National Union of Women's Suffrage Societies, la NUWSS. On se dirige vers l'idée d'une campagne unique, mais aussi d'une organisation unique. Et donc, l'idée, forcément, est de rendre tout ça très, très efficace. Mais un événement apparemment lointain va bousculer la donne. À la fin du 19e siècle, des milliers de pionniers anglais émigrent vers l'Afrique du Sud, attirés par les immenses réserves d'or que l'on vient de découvrir dans la région. Mais les Afrikaners ne leur reconnaissent sur leur territoire que le droit de travailler et de payer des impôts. Les pionniers anglais font alors pression sur leur gouvernement qui immédiatement exige qu'ils soient reconnus comme citoyens à part entière et que leur soit octroyée l'égalité des droits. Les Afrikaners refusent. En 1899, au nom du respect du statut de ces sujets, l'Empire britannique leur déclare la guerre. Les militantes pour le vote des femmes sont perplexes. Et elles observent ça, et elles commencent à se demander pourquoi et comment le gouvernement est prêt à mener une guerre pour la reconnaissance des droits de ces hommes, qui ne sont même pas sur le sol britannique, alors qu'ils refusent d'accorder ces mêmes droits aux femmes. Et elles font une sorte de raisonnement par analogie. Attendez, il serait donc parfois acceptable de s'opposer au gouvernement ? En fait, ce serait même un principe qui se défend et que notre propre gouvernement défend. Tout ça va alors légitimer la notion de résistance à l'État. La résistance va donc se mettre en marche. Le soir du 13 octobre 1905, deux jeunes femmes, Christabel Pankhurst et Annie Kenney, se rendent au meeting de Sir Edward Grey, un membre pressenti du futur gouvernement, qui a refusé jusqu'alors de les recevoir. Elles profitent de la campagne électorale pour se faire entendre. Devant une assemblée indifférente, elles posent alors la question. Et le droit de vote pour les femmes? Elles ont posé la question, l'ont présenté poliment à la réunion et aucune réponse n'a été donnée. Comme elles avaient déjà décidé de leur stratégie, elles se sont mises à crier « Et le droit de vote pour les femmes ?» Elles se sont fait brutalement éjecter de la salle par les gardiens. Et là, Christabel a décidé de cracher, comme ça, sur un policier, parce que c'était une infraction. Elles ont donc été arrêtées et emprisonnées. Christabel a écopé de 7 jours de prison et Annie de 5. Derrière ce coup d'éclat se cache la mère de Christabel, Emmeline Pankhurst. Engagée depuis des années au sein du mouvement travailliste, rompue aux techniques militantes, Emmeline a choisi 2 ans plus tôt de se donner les moyens de militer en faveur du sort des femmes. Après la mort de son mari en 1898, Emmeline Pankhurst s'était effondrée. On devait créer une salle au nom de son mari. Elle apprend alors que la section du Parti travailliste indépendant qui devait utiliser la salle n'autoriserait pas les femmes à devenir membres de cette section.
Le 10 octobre 1903, elle réunit chez elle un certain nombre de femmes, dont des socialistes locales qui étaient très pauvres. Et elle décide de créer le WSPU, l'Union sociale et politique des femmes, avec pour slogan « Des actions, pas des mots ». Sa fille Christabel souhaite même aller plus loin. Fini la voie parlementaire des suffragistes. Comme beaucoup de jeunes femmes de sa génération, elle est frustrée par les méthodes légalistes de Millicent Garrett Fawcett et de ses pairs, qui n'ont, selon elle, abouti à rien. Elle a dit à sa mère, « Vous, les femmes plus âgées, vous militez depuis 40 ans. Je n'ai pas l'intention d'attendre encore 40 ans pour voter. » Celles que l'on va désormais appeler les suffragettes. Christabel, sa mère Emmeline, et les membres de la toute nouvelle WSPU se lancent alors dans une série d'actions destinées à attirer l'attention du public sur leur cause. Pendant que Millicent Garrett Fawcett et ses suffragistes continuent patiemment leur lobbying auprès des institutions, les suffragettes de la WSPU s'engagent dans une stratégie de confrontation. La stratégie qui s'annonce, c'est qu'elles vont chercher à ce qu'on parle d'elles tout le temps, y compris quand c'est en mal. Et donc, elles n'ont aucun état d'âme sur les publicités négatives. Tant que c'est de la publicité, elles prennent. Au sein de la WSPU, une femme commence à élaborer les stratégies de la résistance, Teresa Billington Gregg. À 28 ans, cette ancienne institutrice travaille à plein temps pour l'organisation depuis sa création. Théoricienne du mouvement, elle explique dans ses écrits que c'est presque un devoir moral pour les femmes que d'enfreindre les lois. L'idée étant que les lois ont été faites sans les femmes, généralement contre les femmes, et qu'il n'y a aucune raison pour que les femmes y obéissent. Les militantes multiplient les manifestations interdites, les prises de parole, les interruptions de réunions publiques, et elles s'enchaînent aux grilles du Parlement comme un symbole de leur exclusion de la maison commune. C'était profondément choquant. C'était inouï que des femmes se comportent ainsi. Mais ça a mis la question du vote des femmes au centre de l'agenda politique, comme jamais auparavant. Toutes ces femmes respectables, qui avaient travaillé si dur en coulisses, avaient été si faciles à ignorer. Or, le mouvement des suffragettes n'était pas facile à ignorer. Il était impossible de l'ignorer. Millicent Garrett Fawcett, chantre des méthodes constitutionnalistes de la NUWSS, n'approuve évidemment pas la stratégie perturbatrice des militantes suffragettes de la WSPU, mais reconnaît que cette toute jeune organisation en a plus fait pendant ces 12 derniers mois pour hisser la cause dans la sphère politique, écrit-elle, que nous ne l'avons fait dans le même nombre d'années. Suffragistes, suffragettes, deux stratégies, deux organisations phares pour un même combat. Ces deux leaders étaient totalement différentes. Elles ne collaboraient pas ensemble. Elles représentaient deux ailes distinctes du mouvement des femmes, les constitutionnalistes et les activistes. Même si les méthodes et les avis divergent, Millicent se refuse à toute critique publique, tout au moins dans un premier temps. Elle pensait qu'il fallait réserver ses critiques à l'opposition, pas aux suffragettes, ne pas s'entre-déchirer sur des questions tactiques et ne jamais perdre de vue l'objectif, le droit de vote pour les femmes. C'est ainsi qu'à l'occasion d'un dîner, elle rabroue un homme qui prend comme prétexte la violence des suffragettes. L'homme assis à côté d'elle lui a dit « Je ne soutiendrai plus le vote des femmes à cause de ces épouvantables activistes et ces choses terribles qu'elles font. » Elle a juste souri et a dit « Oh, et qu'avez-vous donc fait jusqu'à présent ?» Millicent et ses suffragistes continuent de croire en leurs méthodes pondérées et légales. Mais déterminées elles aussi à frapper un grand coup, elles organisent la toute première manifestation pacifique de masse du mouvement. Le 7 février 1907, une foule de 5000 femmes traverse Londres de Hyde Park à Exeter Hall. Dans le froid, sous la pluie, les pieds dans la boue, des milliers de badauds se pressent au long de la procession.
Le spectacle de ces femmes de toutes origines, de tous âges, est inédit. Un journaliste du Guardian écrit le lendemain: « Personne ne peut supposer que les femmes qui ont pris part à cette marche l'ont fait pour le plaisir. Cela demande quelque courage de sortir de son boudoir pour défendre une cause probablement jugée par la plupart de leurs proches comme méprisable et de se voir traitée ensuite dans les journaux de suffragettes. » Le contexte politique semble pourtant favorable. Un an plus tôt, en 1906, le Parti libéral a pris le pouvoir après 11 ans de règne conservateur à la Chambre des communes. Et de nombreux députés se sont déclarés en faveur du vote des femmes au moment des élections. Ce changement de majorité fait naître de réels espoirs, vite déçus. C'est un parti très réformateur après 1906-1910, mais pas pour les femmes. Et même au contraire, c'est un parti un gouvernement libéral qui va devenir très anti-femme. Le nouveau Premier ministre à partir de 1908, c'est Herbert Asquith, qui est un anti-suffragiste notoire. Le Premier ministre, Asquith, ne pensait pas qu'il y avait une forte demande en faveur du vote des femmes. Et tout va très bien, merci, inutile de changer quoi que ce soit. Les femmes sont représentées indirectement par les hommes au Parlement, elles n'ont pas besoin de représentation directe. Mais il y a aussi l'idée assez curieuse que les femmes ne veulent pas du droit de vote. Et c'est un élément très important de la propagande anti-suffragiste. Comme les femmes ne se sont pas mobilisées en nombre suffisant pour demander le vote, c'est qu'elles n'en veulent pas. Alors le WSPU a relevé le défi et décidé d'organiser une grande manifestation à Hyde Park le 21 juin 1908. C'était une journée très ensoleillée et les femmes étaient là dans leurs robes blanches. Cette fois, ce sont près de 50 000 femmes qui défilent. Au plus fort de la manifestation, on compte près de 200 000 personnes. Interviewée dans un journal, l'une d'entre elles explique: « Je me suis jointe à la foule. On a marché le long d'Oakley Street, de King's Road, de Sloane Street et de Knightsbridge jusqu'à Hyde Park. Je trouvais ça drôle, comme une sorte de grand cirque. Mais quand j'ai écouté les femmes qui s'exprimaient sur la plateforme, je suis redevenue sérieuse. Car j'ai entendu mes propres idées exprimées bien mieux que je ne pouvais le faire. Tant que les femmes consentiront à être injustement gouvernées, elles le seront. Mais les femmes disent sans détour: nous retirons notre consentement, nous ne serons pas gouvernées tant que le gouvernement sera injuste. » Et pourtant, le gouvernement libéral reste sourd aux demandes de ces dizaines de milliers de femmes. Les autres partis, conservateurs et travaillistes, semblent également rechigner à s'engager clairement en faveur de leurs droits. Le Parti conservateur était considéré comme l'adversaire traditionnel du suffrage féminin. Il défendait la propriété et une idée très traditionnelle de la relation des hommes et des femmes à l'État. Au sein du tout jeune Parti travailliste, la bataille n'est pas gagnée non plus. Priorité au droit de vote des seuls hommes ou droit de vote universel pour tous et toutes, avec le risque que le Parlement rechigne encore plus longtemps à franchir ce pas de géant. Le problème était que cela oblitérait la question de la classe sociale. Le Parti travailliste raisonnait en termes de classe. Les femmes, elles, raisonnaient en termes de sexe. Donc leur divergence était autant une question d'idéologie que de tactique politique. Après des années de lutte et d'engagement dans les branches locales du Parti travailliste, la déception pour de nombreuses femmes engagées dans le combat est immense. Elles découvrent que le groupe censé être leur allié le plus farouche n'est pas de leur côté et ne veut pas travailler avec elles. Parmi elles, Selina Cooper, Emmeline et Christabel Pankhurst, toutes vont se détourner de leur engagement travailliste et se consacrer plus encore au combat pour le droit de vote des femmes.
Emmeline présente même sa démission du mouvement auquel elle a été fidèle plus de 14 ans. Mais la WSPU des suffragettes n'est pas épargnée par les démissions. Le caractère d'Emmeline Pankhurst, sa manière autocratique de diriger son organisation, ses méthodes violentes déplaisent à certaines de ses premières adeptes, dont Teresa Billington Gregg. Teresa fait sécession et crée la WFL, la Women's Freedom League, la Ligue pour la liberté des femmes. Cette nouvelle organisation préfère la résistance passive à la violence et prône d'autres types d'actions. Les femmes n'étant pas considérées comme des citoyennes comme les autres, elles refusent donc de participer au recensement de la population. Et les femmes n'ayant pas le droit de vote, mais étant taxées en revanche comme les autres, elles refusent donc de payer leurs impôts. Une chose est sûre, qu'elles soient en résistance civile comme Teresa Billington Gregg, légaliste comme Millicent Garrett Fawcett ou militante active comme Emmeline Pankhurst, le gouvernement n'a pas fini d'entendre parler d'elles. Les femmes multiplient les actions et la police les arrestations. Emmeline Pankhurst n'y échappe pas et fait plusieurs séjours en prison. Alors qu'elle est emmenée au tribunal de Bow Street, elle déclare devant les juges. Nous sommes ici parce que nous voulons faire les lois et non pas être hors la loi. Dans ce discours, elle s'est appuyée sur ses années de travail en tant que juriste pour les pauvres. Elle a parlé de la condition des femmes pauvres, écrasées par le poids des naissances. Et elle a expliqué que le vote parlementaire pour les femmes rehausserait leur statut social et les sortirait de leurs conditions inférieures. Les organisations se rendent vite compte que ce genre de procès leur offre une plateforme d'expression aussi puissante qu'un meeting de plusieurs millions de personnes. Les procès sont extrêmement importants. En partie parce que les suffragettes de la WSPU, mais aussi de la WFL, savent très bien utiliser la publicité entourant les procès pour défendre le droit de vote. Il ne faut pas oublier que les journaux étaient lus par un grand nombre de gens en Grande-Bretagne et qu'elles ont pu se servir de la presse grand public pour diffuser largement leurs idées et leurs actions. C'était très dramatique et fantastique à lire. On ressent vraiment l'atmosphère de la salle d'audience. Et les journaux se régalent, d'autant qu'en 1909, la tension monte d'un cran. Les femmes sont alors jetées en prison comme n'importe quel criminel de droit commun, mais elles commencent à demander à être considérées comme des prisonnières politiques. En 1909, l'une d'entre elles se révolte. Lorsqu'elle est arrêtée et emprisonnée, elle décide de protester en faisant une grève de la faim. C'est une chose que les suffragettes ont empruntée aux contestataires russes de la fin du XIXe siècle, qui avaient pour habitude d'utiliser la grève de la faim pour protester contre le tsar. Elle reçoit une avalanche de soutien des progressistes de toute l'Europe. Des gens comme Jean Jaurès, Marie Curie écrivent au gouvernement et défendent le droit des femmes britanniques de protester de cette façon. Pour la première fois cette année-là, la grève de la faim devient un outil de lutte. Face à leur multiplication, au mois d'août 1909, Herbert Gladstone, le ministre de l'Intérieur, prend la décision que les prisonnières ne doivent plus être autorisées à refuser la nourriture, ne doivent plus être libérées et que les autorités doivent intervenir. Le gouvernement décide alors que les suffragettes seront nourries de force. Tous les récits de ces femmes ayant été forcées sont les mêmes. Tous racontent la même horreur. Les médecins portent leurs habits habituels, mais l'un d'entre eux a une serviette autour du cou. Sont toujours présents 4 matrones et 2 médecins. À l'aide d'un outil en métal, ils cherchent à ouvrir votre bouche, blessant en passant vos gencives jusqu'au sang quand vous résistez. Une fois la bouche ouverte, un autre médecin enfonce un tube dans votre bouche jusqu'au milieu de la gorge.
À ce moment-là, vous avez l'impression de suffoquer. Et quand le tube a été suffisamment enfoncé, il place un bâillon de métal entre vos dents pour les garder ouvertes. À l'autre bout du tube se trouve un entonnoir en porcelaine, à l'intérieur duquel le médecin verse la nourriture, un mélange de farine de blé et de lait. Quand la bouche est trop blessée et tuméfiée, ils font la même procédure, par le nez. L'opinion publique est horrifiée par le procédé. 116 médecins envoient une protestation au Premier ministre. Le British Medical Journal qualifie la conduite du ministre de l'Intérieur d'infâme. Des députés protestent. Des militants libéraux quittent le parti. Certes, la violence des actes des suffragettes exaspère, mais la violence de la réponse gouvernementale heurte les consciences. Cette violence a changé la façon de considérer les femmes. Elles n'étaient plus ces petits êtres dociles qui disaient « oui, chérie » ou « non, chérie ». Les femmes s'affirmaient. L'un des arguments contre le vote des femmes est qu'elles n'en ont pas besoin vu que les hommes les protègent et prennent soin d'elles. C'est vraiment l'argument chevaleresque. Quand elles entraient dans l'espace public masculin en tant que femmes respectables et qu'elles étaient ensuite rabrouées par l'État, les femmes pouvaient dire alors « Vous vous dites chevaleresque, mais ça ne tient pas. Dès que je sors du rang, vous m'écrasez. » Donc, ces suffragistes, qui avaient lu les théories politiques et l'histoire politique britannique, déclaraient haut et fort que ce gouvernement basé sur la force physique n'était pas légitime et qu'il se devait d'être basé sur le consentement des citoyens. Des citoyens de mieux en mieux informés. Les suffragistes et les suffragettes travaillent à la diffusion de leurs pensées. Chaque semaine, elles exposent dans les colonnes de leurs journaux les fondements politiques et philosophiques de leurs actions. Du plus petit village du Dorset jusqu'aux grandes villes du Nord, les points de vue féministes commencent à être entendus. C'est généralement admis par les historiens du suffrage que 1910 est un tournant où le pays considère, dans sa grande majorité, pour des raisons très diverses, que les femmes doivent avoir le vote dans les mêmes conditions que les hommes. Cette année-là, suffragistes et suffragettes recensent 290 000 supporters. À la fin du mois de janvier 1910, Emmeline Pankhurst se laisse persuader d'accepter l'idée d'un comité de conciliation. Elle annonce donc une trêve dans la violence. Au printemps, députés, suffragistes et suffragettes s'entendent sur un projet de loi qui pourrait donner dans un premier temps le droit de vote à 1 million de femmes. Ainsi obtiendront-ils peut-être le soutien d'une large majorité au Parlement. Millicent Garrett Fawcett, consciente de la fragilité de cette opportunité, avertit le Premier ministre Lord Asquith. « Attention, si les espoirs sont déçus, la violence recommencera. » Le 18 novembre, alors que le Parlement est réuni, Lord Asquith déclare que les négociations avec la Chambre des Lords sont rompues et ne fait aucune mention du projet de loi concernant le vote des femmes qui s'en trouve abandonné. En entendant la nouvelle, Emmeline Pankhurst, à la tête d'un cortège de 300 femmes réunies pour l'occasion à Caxton Hall, décide de se diriger vers le Parlement. La suite est entrée dans l'histoire sous le triste nom du Vendredi noir. Ce jour-là, la répression policière est d'une extrême brutalité envers les manifestants. Les policiers, sous les ordres du nouveau ministre de l'Intérieur Winston Churchill, arrêtent plus de 100 femmes et 4 hommes, mais ferment les yeux quand des badauds s'en prennent aux militantes. La sœur d'Emmeline Pankhurst, Mary Clark, a participé à la manifestation du Vendredi noir et a été brutalisée par la police. Elle meurt de ses blessures à Noël et c'est encore un coup dur pour Emmeline Pankhurst. Elle est la première à mourir. Combien d'autres encore avant que les hommes de votre parti ne prennent leurs responsabilités ? Écrit Emmeline à un libéral.
Dans le même temps, plus de 130 femmes déposent plainte contre des policiers pour agression. Teresa Billington Gregg, quant à elle, dénonce les attouchements dont sont victimes les femmes dès qu'elles franchissent les limites de ce que beaucoup d'hommes considèrent comme le code de la femme respectable. C'est un moment où la police laisse tranquillement les badauds attaquer les femmes, en fait. Donc, on n'a pas de preuves absolues, mais il y a des descriptions d'attaques contre des femmes par des groupes d'hommes. Des femmes sont entraînées ailleurs, etc. Il y a énormément de femmes qui sont blessées, elles ont les vêtements déchirés, etc. Bon, donc, c'est une indignation à nouveau sur le fait que la police n'a rien fait, elle les a laissés faire. Le 1er mars 1912, elles organisent pour la première fois sans préavis une action massive de bris de vitres. Les autorités sont prises au dépourvu. Ce qui s'est passé, c'est que des femmes de la classe moyenne sont descendues dans la rue avec leurs robes longues, les mains dans leurs manchons, où elles cachaient un tout petit marteau. Et à l'heure dite, à 5 heures, elles ont sorti leur marteau et ont brisé toutes les vitrines. Dans le délit graphique du 12 mars, la description est impressionnante. Le West End londonien a été hier soir le théâtre de vandalisme sans précédent, perpétré par les suffragettes. Les femmes ont voulu promouvoir leur cause en faisant des milliers de livres sterling de dommages sur les vitrines des magasins de l'Ouest londonien. Des bandes de femmes paradaient dans Regent Street, Piccadilly, The Strand, Oxford Street et Bond Street, brisant les vitrines à l'aide de pierres et de marteaux. Dans tous les quartiers, le saccage était soigneusement préparé et organisé. Il avait lieu si soudainement que les commerçants voyaient leurs propriétés endommagées avant même qu'ils n'aient pu faire quoi que ce soit. Elles n'utiliseront plus le militantisme pour résister, mais pour intimider. Christabel Pankhurst a d'ailleurs employé le mot terrorisme à 2 ou 3 reprises et a publié des articles sur ces nouvelles stratégies. Quelques semaines plus tard, elle récidive plus radicalement encore et s'attaque à des bâtiments officiels. Plus de 200 suffragettes sont arrêtées. Les suffragistes s'inquiètent et surtout ne comprennent pas cette stratégie jusqu'au boutiste. Parce que l'un des arguments des membres de la WFL, la Ligue pour la liberté des femmes, était que la contestation devait être logique, que l'incendie criminel ne rimait à rien pour les gens ordinaires. Brûler une église, qu'est-ce que cela a à voir avec le droit des femmes de résister à un gouvernement qui ne les reconnaît pas ? Mrs. Fawcett est horrifiée et commence à voir les suffragettes comme des femmes furieuses et indisciplinées qui retardent la cause du vote parlementaire en faveur des femmes. Il faut dire que souvent, le public ne distinguait pas les organisations entre elles, ce qui était un énorme problème pour la NUWSS, l'Union nationale des sociétés pour le suffrage des femmes. C'était arrivé au point où, quand elles faisaient des réunions publiques, comme les gens croyaient que c'était des suffragettes, ils leur jetaient des pierres et des œufs pourris. Et elles n'arrivaient pas à leur faire comprendre qu'elles n'étaient pas celles qu'ils voulaient attaquer. En mars 1912, la police investit le quartier général des suffragettes. Emmeline est déjà en prison. Sa fille Christabel s'enfuit alors pour la France. Je crois que Christabel et sa mère avaient déjà prévu que si l'une d'elles allait en prison, l'autre devait s'enfuir en France. Christabel tente alors de diriger le mouvement des suffragettes depuis Paris. Le mouvement devient plus clandestin, plus subversif. Elles doivent déplacer sans arrêt les dirigeantes, qui ne peuvent plus avoir d'adresse fixe comme avant. Le WSPU devient de plus en plus isolé. De plus en plus isolé dans cette violence active, dans ces techniques d'action directe, violente.
En mai 1912, les leaders de la WSPU sont jugés pour conspiration et incitation à la violence. La réussite de ce procès tient dans le fait que la défense de la WSPU ou des suffragettes parvient à convaincre les jurés que si les accusés sont techniquement coupables, elles ne le sont pas moralement. Et le jury accepte en gros la distinction que les suffragettes font depuis une décennie entre l'esprit et la lettre de la loi. Le jury dit en substance « Oui, vous conspirez, mais vous conspirez parce que vous êtes attaqué par le gouvernement qui ne veut pas vous écouter et que vous n'avez pas d'autre recours. » C'est vraiment génial, je trouve. Mais c'est la dernière fois, parce que cela arrive au moment où la violence de la WSPU va encore s'intensifier. Et la pression sur le gouvernement s'accroît aussi. En 1913, conscient que les grèves de la faim et le gavage forcé des suffragettes ne font que nuire à son autorité, le gouvernement fait voter une nouvelle loi qui va ne faire qu'aggraver les choses, une suspension de peine temporaire que les suffragettes surnomment le Cat and Mouse Act. Cette loi a été édictée pour mieux contrôler les suffragettes. Elle stipulait que si une suffragette était malade après avoir été nourrie de force, elle pouvait être relâchée et rentrer chez elle pour se rétablir, même si elle n'avait pas achevé sa peine. Et ensuite, l'État, le chat, n'avait qu'à cueillir la souris, qui devait retourner en prison pour finir sa peine. Emily Walding Davison n'aura pas l'occasion de retourner en prison. Le matin du 4 juin 1913, Emily, jeune militante dévouée de la WSPU, prend le train pour Epsom Downs, où a lieu ce jour-là le derby royal. Elle arrive à temps pour la première course et prend soin de noter les résultats des 2 premiers tiercés. Puis soudain, lors de la 3e course, au niveau du virage de Tattenham, elle se faufile entre les barrières et se jette sous les sabots du cheval qui court pour le roi. La course est suspendue. Emily est immédiatement emmenée à l'hôpital d'Epsom Cottage. Elle meurt 4 jours plus tard, sans jamais avoir repris conscience. Je ne suis pas sûre qu'elle pensait que ça allait la blesser, parce qu'elle avait son billet de retour avec elle et plein d'autres choses. Je ne crois pas qu'elle avait l'intention de se suicider. À mon avis, elle pensait que cette action de saisir les rênes du cheval du roi attirerait simplement l'attention du monde sur la cause des femmes. Le mouvement, c'était chercher une martyre et ce fut elle. Que cela a été planifié ou pas, nous ne le saurons jamais. Et pour moi, la grande question c'est, a-t-elle sauté ou l'a-t-on poussée? A-t-elle choisi de courir et de se jeter sous ce cheval de son plein gré ou lui a-t-on demandé de le faire? Les funérailles d'Emily Wilding Davison, morte au Derby, ont été l'un des événements les plus spectaculaires jamais organisés par les suffragettes. On estime que 250 000 à 300 000 personnes bordaient la route pour voir passer son cercueil. Certains disent que c'est le plus grand rassemblement féministe qui ait jamais eu lieu à Londres. Mais en 1914, les suffragettes sont dans une impasse. Les préoccupations des Britanniques sont tout autres. Le Royaume-Uni s'engage dans la Première Guerre mondiale. En fait, la Première Guerre mondiale a enfin fourni une issue à l'impasse qui avait été atteinte en 1914.
En 1914, la WSPU avait vraiment, dans son utilisation croissante de la violence, créé un blocage au Parlement. Si le Parlement accordait leurs droits aux femmes parce qu'elles étaient des terroristes, ce n'était pas un très bon exemple pour le suffrage démocratique. D'un autre côté, les militantes ne pouvaient pas reculer. Mais quelques jours après les débuts de la guerre, Emmeline Pankhurst obtient du gouvernement que toutes les suffragettes emprisonnées soient libérées. En échange de quoi, la WSPU s'engage à cesser toute violence et même à soutenir l'effort de guerre. Emmeline Pankhurst recrute ce qu'on a appelé les munitionnettes, c'est-à-dire toutes ces jeunes ouvrières. Elle faisait des recrutements, des tournées pour les convaincre d'aller travailler en usine. En particulier, Emmeline et Christabel Pankhurst soutenaient que l'effort de guerre des femmes leur permettrait d'obtenir leur émancipation. Elles revendiquaient aussi, à travail égal, un salaire égal et un tas d'autres mesures en faveur des femmes. Mais en 1916, Lord Asquith est remplacé à la tête du gouvernement libéral par Lloyd George, supporter du vote des femmes. Les chances d'obtenir enfin le vote sont alors réelles. Et puis, certains soldats commencent à revenir du front. Quand les soldats sont revenus du front, ils ont demandé le droit de vote. Beaucoup d'hommes de la classe ouvrière ne l'avaient toujours pas. Ils ne pouvaient pas rentrer chez eux et ne pas voter après ce qu'ils avaient vécu, et le gouvernement le reconnaissait. C'est aussi ce que pense Emmeline Pankhurst, qui soutient le droit de vote des soldats, au point de remettre à plus tard celui des femmes. Emmeline et Christabel Pankhurst soutenaient le droit de vote pour les soldats et les marins parce que ces hommes combattaient pour leur pays et mouraient pour lui. Millicent Fawcett n'avait qu'une idée, le droit de vote pour les femmes, et elle s'y est tenue. Mais à la fin du mois d'août 1916, la question de la réforme électorale est confiée à une commission qui recommande que le droit de vote soit accordé à tous les hommes et aux femmes sous certaines conditions. Ce fut l'occasion pour Millicent de défendre sa cause, ce qu'elle a fait avec énergie durant les 2 dernières années de la guerre. À partir de 1916, elle exerce une pression constante sur les ministres, leur rappelant que ce ne sont pas seulement les hommes revenant du front qui doivent obtenir le vote, mais aussi les femmes qui ont contribué à l'effort de guerre, qui ont beaucoup perdu et seraient très en colère de ne pas avoir le droit de voter aussi. On en revient à la question des femmes d'une façon qu'ils avaient cru pouvoir éviter. En 1918, le Parlement vote le Representation of the People Act, qui donne le droit de vote à tous les hommes de plus de 21 ans et aux femmes de plus de 30 ans, détentrices par exemple d'une qualification ou bien mariées à un homme inscrit sur les listes électorales locales. Cette loi augmente le nombre de votants de 2 millions pour les hommes et de 6 millions pour les femmes. Bien sûr que la guerre devient l'occasion d'introduire une dose de suffrage féminin. Mais dire que la guerre est à l'origine du droit de vote des femmes, c'est sous-estimer l'importance des 50 années de combat qui l'ont précédé. 50 années de combat qui ont permis d'intégrer des femmes dans les instances locales ou régionales, qui ont démontré qu'elles étaient capables d'agir en tant que citoyennes, même si elles n'en avaient pas les droits. Il y a eu une période tellement longue d'éducation presque, de changement de perception de l'opinion, qu'honnêtement, au moment où certaines femmes ont obtenu le vote en 1918, ça semblait si tardif que ce n'était même pas extraordinaire. Et de nombreuses femmes l'ont ressenti comme ça. En juillet 1928, une seconde loi est votée au Parlement à une très large majorité. Celle-ci déclare la parfaite égalité du droit de vote entre les hommes et les femmes.
Tout individu, femme ou homme, de plus de 21 ans, peut maintenant voter au Royaume-Uni. Millicent est présente lors du vote et note le soir dans son journal « J'ai eu cette chance extraordinaire de vivre cette lutte depuis ses débuts. » Sisters of the world, listen, this song is for you. Sisters of the world, for sure the fight is not over. Sisters of the world, I don't know who you are. Sisters of the world, no, you should be equal to sisters of the world, listen, this song is for you. Sisters of the world. Emmeline Pankhurst meurt le 14 juin 1928, quelques jours avant le vote. Millicent Garrett Fawcett meurt un an plus tard, le 5 août 1929. Selina Cooper s'engage contre le fascisme dans les années 30 et meurt le 11 novembre 1946 à l'âge de 81 ans. Teresa Billington Gregg cesse de publier, mais ses écrits d'avant la guerre poseront les bases des réflexions féministes à venir. Elle meurt en 1964 à l'âge de 87 ans. Aujourd'hui, à l'entrée du mot féminisme dans l'Oxford Dictionary, on trouve la définition suivante: plaidoyer pour le droit des femmes fondé sur l'égalité des sexes. Sisters of the world, listen, this song is for you. Sisters of the world, for sure the fight is not over. Sisters of the world, I don't know who you are. Sisters of the world, no, you should be equal to sisters of the world. Listen, this song is for you. Sisters of the world, for sure the fight is not over. Sisters of